Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la mise en mouvement et surtout l'exercice de l'action publique. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps l'indisponibilité de l'action publique, puis l'ouverture d'une instruction, la saisine directe du tribunal, les procédures après déferment, la CRPC, l'ordonnance pénale et enfin l'amende forfaitaire. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la prépa d'Alouz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la prépa d'Alouz. Tu es prêt? Alors c'est parti! Tout d'abord, l'indisponibilité de l'action publique. Que faut-il retenir? Tu peux noter que quand le procureur met en mouvement l'action publique, il ne peut plus revenir librement en arrière. En fait, ça signifie qu'il ne peut plus se désister, il ne peut plus simplement abandonner les poursuites et il ne peut plus transiger librement avec l'auteur. À titre d'exemple, si le procureur saisit le tribunal correctionnel, il ne peut plus dire ensuite « finalement, je classe sans suite ». Petit réflexe en cas pratique, avant la mise en mouvement, le parquet choisit, après la mise en mouvement, la procédure est engagée. À présent, l'instruction préparatoire, la saisine du juge d'instruction. Le procureur peut ouvrir une instruction préparatoire. En fait, pour cela, il saisit le juge d'instruction par un réquisitoire introductif ou encore un réquisitoire afin d'informer. Article 80 du CPP. Ainsi, l'instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle ou contraventionnelle. Tu peux noter que, pour un meurtre, il faut obligatoirement ouvrir une instruction. Un autre exemple, pour une escroquerie complexe, le procureur peut choisir d'ouvrir une instruction, même si ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ouvrir une instruction? Regardons ensemble les cas où l'instruction peut être utile. Tu peux noter que même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, l'instruction peut être choisie si l'affaire est complexe, l'auteur est inconnu, l'auteur est en fuite ou encore des actes d'enquête importants sont nécessaires. À titre d'exemple, tu peux noter qu'une affaire financière avec plusieurs sociétés, des comptes bancaires et des suspects à l'étranger peuvent suffire à l'ouverture d'une instruction. Petit point important, une fois que le juge d'instruction est saisi, le procureur ne peut plus préférer saisir directement le tribunal. À présent, la citation directe et la COPJ. Tu peux noter que en matière délictuelle ou encore contraventionnelle, le procureur peut saisir directement la juridiction de jugement. En fait, il y a deux voies principales, la citation directe et la convocation par un officier de police judiciaire qu'on appelle le COPJ. Je te renvoie ici aux articles 390 et 390-1 du CPP. Aussi, la personne est convoquée devant le tribunal correctionnel ou encore le tribunal de police. Ça dépend de l'infraction. À titre d'exemple, pour des violences simples avec un dossier déjà complet, le prévenu peut recevoir une COPJ avec une date d'audience. Enfin, tu peux noter que le dossier doit être en état d'être jugé. À présent, la comparution volontaire. Que faut-il retenir? En fait, la comparution volontaire est un peu plus simple. En fait, le prévenu se présente volontairement devant le tribunal après un avertissement du ministère public. Je te renvoie aux articles 389 et 532 du CPP. Attention toutefois, si le prévenu ne vient pas, le tribunal n'est pas saisi. Le procureur devra utiliser une autre voie, comme par exemple la citation directe. Par exemple, une personne accepte de venir spontanément à l'audience pour être jugée sur des faits simples. En pratique, cette procédure est peu utilisée depuis la COPJ. À présent, étudions l'après-déferment. Finalement, c'est la saisine du tribunal après la garde à vue. Après une garde à vue, la personne peut être déférée devant le procureur. Ainsi, le procureur peut alors choisir la convocation par procès-verbal, la comparution immédiate ou encore la comparution à délai différé. Je te renvoie à l'article 393 du Code de procédure pénale. À titre d'exemple, une personne sort de garde à vue pour un vol aggravé, ici, le procureur pourra décider de le faire juger très rapidement. Attention, lors du déferment, la personne a droit à un avocat et peut aussi garder le silence. À présent, la comparution immédiate. C'est finalement être jugé très rapidement. La comparution immédiate, elle va finalement permettre de juger le prévenu juste après son déferment. Article 395 du Code de procédure pénale. Elle est possible pour un délit flagrant, puni d'au moins 6 mois d'emprisonnement, ou encore un délit non flagrant puni d'au moins 2 ans d'emprisonnement. Par exemple, une personne est arrêtée après un vol avec violence, elle peut être présentée en comparution immédiate. Aussi, le prévenu doit accepter d'être jugé le même jour, sinon l'affaire
elle est renvoyée. La comparution a délai différé à présent. En fait, ici, c'est la situation dans laquelle le dossier n'est pas encore complet. La comparution à délai différé, elle est utilisée quand il existe déjà des charges suffisantes, mais bon, il en manque certaines. Article 397-1-1 du Code de procédure pénale. Plusieurs exemples de résultats attendus. Une expertise médicale, une analyse technique, la réquisition téléphonique, l'examen scientifique, bref. À titre d'exemple, eh bien, tu peux noter que un suspect est déféré, mais finalement le tribunal attend encore les résultats d'une expertise ADN. Alors le prévenu comparaît devant le tribunal dans un délai maximum de 2 mois. En attendant, eh bien, il peut être placé soit sous contrôle judiciaire, ou encore en assignation à résidence, ou en détention provisoire. À présent, la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La CRPC est souvent appelée le plaidé coupable. Article 495-7 et suivant du CPP. Attention, je te revois ici au projet de la loi SUR, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a peu. Elle suppose que la personne reconnaisse les faits, qu'elle soit obligatoirement assistée par un avocat et qu'elle accepte la peine proposée par le procureur. Par exemple, une personne reconnaît une conduite sous l'emprise d'alcool. Eh bien, le procureur propose une peine, puis un juge doit l'homologuer. Si le juge homologue, cela produit les effets d'un jugement de condamnation. L'ordonnance pénale à présent. Ici, c'est une procédure sans débat préalable. L'ordonnance pénale permet au juge de statuer sans audience classique, articles 495 et 524 du Code de procédure pénale. Elle peut concerner certaines contraventions ou encore certains délits simples. Attention, les conditions principales sont les suivantes. Il faut que ça soit bien des faits simples, des faits établis et une faible gravité. Il ne doit pas y avoir d'atteinte aux droits de la victime. Par exemple, une infraction routière simple peut être traitée par ordonnance pénale. Attention toutefois, le prévenu peut former opposition pour obtenir une audience. À présent, étudions ensemble l'amende forfaitaire. Que faut-il savoir ? L'amende forfaitaire, elle permet d'éteindre l'action publique par le paiement d'une somme. Article 529 et 495-17 du CPP. Elle va concerner des contraventions ou encore certains délits. La conséquence, c'est que si la personne elle paye, eh bien l'action publique s'éteint. Elle peut aussi d'ailleurs contester l'amende par une requête ou une réclamation, selon les cas. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.